Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Quel fabuleux alignement des planètes qui mérite bien que je bouscule la diffusion des épisodes de mon podcast. Cette semaine, alors que tout le monde parle du décollage de Thomas Pesquet ce jeudi 22 avril pour une mission de 6 mois à bord de l'ISS, je rencontre Laura, instructrice d'astronaute à l'EAC de Cologne, qui forme justement Thomas depuis de nombreuses années. Mon podcast, il a pour objectif de faire découvrir la richesse des métiers et de mettre en lumière tous les métiers existants, y compris ceux plus dans l'ombre, ceux sans qui, par exemple, des héros de l'étoffe de nos astronautes ne pourraient pas réussir leur mission. Laura nous ouvre les coulisses de ces entraînements qui durent plusieurs années et qui demandent à tous énormément de travail, d'adaptabilité et d'expertise pour garantir le succès des missions. Elle nous livre avec beaucoup de sincérité et d'humilité l'envers du décor de son métier et aussi sa vision des astronautes, de ces héros du sacrifice, comme elle le dit, qui subissent une pression perpétuelle pour être au top de leur performance, qui partent s'enfermer volontairement à des milliers de kilomètres au-dessus de notre tête, et surtout dédient une partie de leur vie et de leur corps au progrès de la science et à l'amélioration de la qualité de vie sur Terre. Pour tout cela, bon voyage Thomas, et Laura, mille merci de nous avoir consacré une partie de ton temps si précieux. Et j'en profite également pour remercier Frédérique Clavel, fondatrice de FinCoach, qui a permis notre rencontre. Je vous souhaite une excellente écoute. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, alors un petit 5 étoiles plein les yeux, le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti! Bonjour Laura. Bonjour Julie. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. J'ai vraiment hâte que tu m'en dises un peu plus sur ton métier qui conjugue vraiment un côté un peu mystérieux, aventurier, un peu scintillant sans faire de mauvais jeux de mots. Et justement, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est qu'on rentre un peu plus dans le réel, qu'on comprenne un peu l'envers du décor, qu'on voit un peu la réalité de ton métier d'instructrice d'astronaute et aussi probablement en parallèle aussi ce que c'est vraiment le métier d'astronaute que tu coaches comme évidemment notre illustre Thomas Pesquet que tu connais bien. Mais avant de rentrer dans le détail de ton métier, Laura, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu ton parcours d'enfant et d'étudiante, quel métier tu voulais faire quand tu étais petite, comment tu es arrivée jusqu'au spatial, parce que je crois que ça a été une succession en fait de plein de petits virages et d'opportunités que tu as su saisir. Ouais, donc déjà, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Ça me fait très plaisir et puis je vais essayer d'assurer. Donc pour mon parcours, j'ai eu une enfance très heureuse à la campagne, dans la campagne iséroise, très proche de la nature, ce qui probablement m'a inspirée à faire des sciences parce que quand tu es proche du jardin, que tu cuisines, que tu as des animaux, etc., et puis que tu as beaucoup d'interactions sociales avec la famille, avec des gens pas toujours en bonne santé. Donc voilà, ça me rapprochait petit à petit des sciences. Et c'est pour ça, sans doute, que petite, je voulais, dès très, très, très petite, en fait, je voulais être médecin. Et j'ai démarré mes études dans la médecine et j'ai bifurqué vers la physiologie, puis l'ingénierie, toujours conjuguée à la médecine et en continuant un enseignement à la fac de médecine. Et à l'issue de mon deuxième diplôme, donc je fais un double diplôme d'ingénieur, un à Grenoble et un à l'École Polytechnique de Montréal. Je suis rentrée dans le spatial par le plus grand des hasards et après 4 ans de travail dans le spatial, j'ai repris mes études pendant que je travaillais et j'ai fait un diplôme en administration des affaires, donc comme on appelle MBA, un Master en Business Administration, à l'ISU. Donc voilà, une université spécialisée dans le spatial. Donc un parcours un petit peu qui s'articule toujours autour de la physiologie, de la santé, avec une approche de l'ingénierie dans les deux pays où j'ai étudié et enfin le tout appliqué au spatial
et en rajoutant l'administration des affaires à la fin, pour avoir en fait 4 vocabulaires disponibles, donc pour interagir avec tous mes collègues. Oui, alors effectivement, moi je pense que c'est effectivement toute cette complémentarité qui te permet aujourd'hui de couvrir un spectre de formation d'instruction auprès des astronautes qui est énorme. Mais alors tu passes rapidement, mais c'est vrai que moi j'ai en tête que il y a eu, t'as su saisir en fait des opportunités, parce que là tu dis effectivement que t'es parti à Montréal, mais j'ai souvenir effectivement que tu avais saisi cette opportunité un peu rapidement, et puis quand tu m'avais raconté aussi comment tu avais répondu à l'offre quand tu avais postulé au poste du CNES, si j'ai bonne mémoire, cette façon en fait de rentrer en contact, voilà, c'était un peu tu as découvert cette annonce, c'était voilà, et il y a eu beaucoup de tes collègues qui rêvaient de pouvoir être pris, et toi tu es t'as ouvert la porte en te disant pourquoi pas, mais sans que ce soit à ce moment-là un rêve de toute une vie, quoi, si je me trompe pas. Non, tu te trompes pas. C'est vrai que je suis passée un peu vite dessus, mais je vais t'expliquer. Déjà, j'ai eu énormément de chance d'être dans une école d'ingénieurs super à Grenoble qui s'appelle Polytech Grenoble. J'ai fait une filière qui s'appelle TIS, Technologie de l'information pour la santé. J'ai été encadrée par des profs géniaux, et il y avait notamment un bureau des relations internationales qui proposait des partenariats pour distribuer les étudiants dans différents pays en fonction des bourses qu'on obtenait. C'est la raison pour laquelle je suis partie en fin de 4e année de parcours d'ingénieur au Japon. Donc c'était quand même la première fois que je prenais l'avion, donc c'était quand même costaud, et c'était c'était le début d'aventure complètement pas planifiée. Donc une opportunité, beaucoup de naïveté, je crois aussi, et puis surtout une grosse envie de travailler, de découvrir. Donc voilà, je suis partie au Japon, et pendant le temps que j'étais au Japon, j'ai reçu l'acceptation, parce que j'avais fait plusieurs demandes en parallèle pour obtenir des bourses pour partir à l'étranger, parce que c'était ma façon de voyager, de découvrir le monde. Et pendant que j'étais au Japon, surprise, je suis acceptée pour faire ma dernière année à l'école polytechnique de Montréal. Donc, branle-bas de Juste, combat. tu pars dans l'autre côté. Exactement. Donc, j'ai fait, je crois, une escale de 2 jours dans mon village natal chez mes parents, où il a fallu vider les valises et les re-remplir avec des vêtements bien, bien plus chauds pour le coup. Et donc voilà, je remercierai jamais assez ce bureau des relations internationales et mon école à Grenoble qui m'ont donné un enseignement extra, et qu'on fait partie vraiment des personnes qui ont changé la donne, qui ont changé ma vie. Non, je trouve que c'est particulièrement courageux. Tu dis que t'avais jamais pris l'avion, donc ça veut dire que, enfin, t'avais pas forcément voyagé, même pour le tourisme. Et tu te dis là d'un coup, t'es toute jeune à cette époque-là, parce que tu avais quel âge quand tu es partie au Japon? C'est très courageux, quoi, de prendre sa valise et dire bon ben salut, moi je vais dans un pays qui est quand même pas juste à côté, dont on connaît moins la culture. Enfin voilà, c'est un sacré pont, hein. Ouais, alors courage, je sais pas. Naïveté profonde, ça c'est sûr. Beaucoup de, peut-être un peu téméraire, j'en sais rien. Surtout qu'à l'époque, c'était moins facile de communiquer. Je me souviens, il y avait Skype, mais c'était super compliqué. Et je sais pas ce qui m'a poussée. J'ai été élevée par une nourrice aussi, donc qui était mordue de voyage, et pourtant c'était une dame, qui habitait à la campagne, qui avait une ferme dans un coteau, et elle était mordue de voyage quand même. Elle me racontait quand j'étais petite beaucoup ses voyages, notamment un voyage en Asie, en Chine. Et il y avait pas de partenariat avec la Chine, donc j'ai choisi le Japon. C'était le pays qui était le plus proche, et c'était une volonté comme ça, mais j'étais pas du tout préparée, je connaissais rien du Japon, donc je sais pas comment je l'explique, juste voilà, pas du courage, mais l'envie de voir, et puis surtout
au-delà d'avoir du courage, juste de pas avoir la trouille, quoi. Oui, de pas rester bloqué, Donc, quoi, de pas rester bloqué, et surtout savoir saisir des opportunités, quoi, parce que tu rentres à peine du Japon, paf, tu ne t'empêches pas de repartir de l'autre côté du monde, et ce pour encore plusieurs mois. Donc je trouve ça super. Et puis tu m'avais raconté donc la façon dont s'était passé ton arrivée au CNES. Je trouvais que oui. c'était très révélateur aussi de ton caractère, et voilà, et de tout ce parcours qui t'avait amené jusqu'au spatial, en fait. Oui, donc pendant que j'étais en train de terminer ma dernière année à Montréal, donc ma vie se dessinait en fait, le début de ma vie professionnelle se dessinait plutôt au Québec. Et j'avais des attaches personnelles et j'avais déjà trouvé en fait un job qui m'attendait là-bas. Et j'avais néanmoins décidé de faire mon stage de fin d'études qui dure 6 mois en France pour me rapprocher un peu de mes parents qui étaient pas très contents que je sois partie si longtemps. C'était pas du tout prévu. Et nombre de mes camarades grenoblois m'avaient expliqué qu'ils avaient déposé une candidature au CNES, au CADMOS plus précisément, avec une offre de stage qui était vraiment hyper intéressante, qui mélangeait vraiment toutes les choses qu'on avait apprises dans notre filière, un mélange de techno, un mélange de physiologie, donc vraiment à l'union de ces deux mondes, le tout appliqué au spatial. Donc pourquoi pas? Moi, ça m'attirait pas plus que ça, mais je comprends que ça les ait attirés eux. Et en toute honnêteté, j'ai été poussée à l'époque par un proche qui lui, pour le coup, que ça faisait complètement rêver et m'a dit non, mais il faut que tu envoies une candidature. Et j'ai envoyé une candidature et quelques heures plus tard, le CNES m'appelait. Et alors là, j'étais vraiment hyper surprise parce que mes camarades attendaient depuis longtemps. J'étais surprise et puis en plus, j'étais embêtée parce que eux, ils étaient vraiment dans l'attente depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je crois. Et donc bon, dans un sentiment un peu mélangé comme ça, je discute avec ces deux messieurs super sympas qui me parlent du poste et de leur métier, de leur environnement. Donc j'écoute avec attention et bien sûr ils parlent le chinois. Je ne connais pas ce monde-là, ça m'a jamais intéressée et donc voilà, tout de suite ils me demandent bah, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous voulez démarrer avec nous. Et Incroyable, c'est donc eux qui te faisaient la cour, quoi, en fait. Hein. alors peut-être pas, je pense que ça a été voilà, les planètes se sont alignées pour le coup, ils avaient besoin de quelqu'un tout de suite, ils avaient peut-être oublié le poste qu'il y avait, enfin voilà, dans ce milieu il y a des cascades de réactions qui peuvent nous submerger, donc peut-être que c'était resté comme ça en latence, et je pense que je suis arrivée juste au bon moment. Et donc, je leur ai demandé de réfléchir pendant au moins 48 heures parce que c'était une grosse décision. Et je me rappelle que finalement, 2 heures après avoir raccroché, ils avaient rappelé en disant non, non, mais je viens. Je comprends rien à ce que vous m'avez expliqué, mais il faut que je vienne. Il se passe quelque chose. Là encore, je peux pas passer à côté de cette opportunité que vous me proposez, quoi. C'est pas possible, quoi. Ouais, et puis pas du tout de peur de l'inconnu, en fait. Ça me permet de faire un pont avec le Japon, complètement inconnu, Ouais. l'avion, le Québec. Non, au contraire, très attirée par et stimulée par cet inconnu. Et donc, j'ai attaqué mon stage de fin d'études au CNES, plus précisément au CADMOS, et c'était vraiment génial. J'ai découvert un monde complètement nouveau et je me souviens être marquée profondément par l'engouement et la passion des gens, de mes collègues, des gens qui travaillaient là-bas depuis plusieurs années. Et c'était très rafraîchissant, ça m'a beaucoup plu. Et en plus de ça, bah, je pouvais mettre en application vraiment ce que j'avais écrit à l'école, ce que j'avais appris à l'école, pardon. Et c'est très satisfaisant de pouvoir faire ça. Et donc ça a fonctionné, ça a bien marché. Et à la fin de ce stage, donc bon, c'est le calendrier qui a voulu ça. Chaque année, il y a un grand événement qui s'appelle l'IAC, c'est le Congrès international d'astronautique, qui dure 2 semaines. C'est un grand rassemblement avec tous les pays, toutes les agences, les astronautes, etc. Et cette année-là, il y avait le prix international des étudiants. Donc,
chaque pays qui possédait en fait grosso modo une agence spatiale envoyait un étudiant représenter le pays. Et puis voilà, c'était un concours, il fallait présenter nos travaux. Et je me suis dit que l'exercice était intéressant. Il n'y avait pas vraiment d'ambition derrière, mais plus l'envie d'essayer, même pas de participer au concours, juste le fait de m'entraîner à faire cet exercice, d'écrire un abstract, etc. Et je me souviens que c'était pas très bien passé à l'époque pour les gens qui m'encadraient. Ils avaient raison, ils étaient très surpris parce que j'étais pas tout à fait légitime dans cette démarche puisque c'était très frais. Hein. Il y avait des étudiants, ça faisait 5 ans qu'ils travaillaient sur des projets hyper aboutis. C'était leur vie. Et je me souviens quand même effectuer ce travail, être sélectionnée, puis partir au congrès, participer au concours et gagner un prix au concours. Oui, et je me souviens que tu m'avais expliqué effectivement que bon, ça avait été au démarrage moins, enfin, je pense qu'il y avait une peur aussi voilà, tu représentais quand même quelque part le CNES aussi, donc je pense qu'il y avait aussi une envie d'être sûr que les personnes qui partent à ce concours soient dignes, et enfin dignes dans le bon sens, je veux dire, enfin que ça se passe bien. Mais toi, encore une fois, et je trouve que c'est là où je fais le pont aussi avec le Japon, avec Montréal, etc., c'est que t'as peur de rien, quoi. Et tu m'avais expliqué aussi une chose que j'avais trouvée intéressante, c'est justement ce qui t'intéressait, c'était quelque part de dire, oui, je ne connais pas, je ne maîtrise pas les règles pour ce genre de concours, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'y aller avec une autre façon de voir les choses. Et peut-être aussi, tu m'avais dit d'ailleurs que tu n'avais pas eu la même pression, tu ne t'étais pas mis la même pression que d'autres dans ce concours, et que c'est peut-être aussi un des ingrédients qui avait fait que ça avait bien fonctionné. Ouais, tu as tout à fait raison. Donc, les deux choses se rejoignent un petit peu parce que je trouve que quand tu as un angle, une perspective différente, les gens, quand tu as un rêve comme ça que tu veux, moi, dans mon parcours étudiant, à chaque fois que j'ai orienté mes études en direction d'un métier, ça n'a pas fonctionné. Parce que je me mettais une pression de dingue et que ça ne fonctionnait pas. Et dans notre système étudiant français, on a encore beaucoup de concours, de choses comme ça. Et c'est extrêmement violent, c'est hyper difficile à gérer les concours parce que on t'évalue sur une journée ou quelques journées. Et donc, c'est pas toujours représentatif de ton travail et d'une vocation profonde. Exact. Donc moi, personnellement, c'est pas nécessairement un conseil, mais c'est un constat. À chaque fois que j'ai orienté mes études envers quelque chose de très concret, tel qu'un métier, ça n'a pas fonctionné. Et là, pour le coup, de partir dans ce milieu des vols spatiaux habités qui était complètement inconnu, de pas avoir de pression de concurrence, voilà, j'étais complètement un ovni et en découverte, en émerveillement total, mais ça m'empêchait pas de travailler, ça m'empêchait pas de réfléchir non plus et d'avoir mon avis sur les choses, d'avoir mon avis, d'avoir mon angle, mon regard, ma perspective sur ce qu'on faisait. Et avec un regard différent, et ben parfois on voit des nouvelles choses ou simplement une façon différente de raconter les choses. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence pour le concours. C'était très simplifié parce que moi j'avais eu besoin de simplifier les choses. Et quand on simplifie, et ben on parle à beaucoup plus de gens. Et je pense que c'est ça qui, sans enlever quoi que ce soit au sérieux et à la technicité du projet, simplement être capable d'en parler avec pas 5 ans de spécialité dans l'aérospatiale ou l'aéronautique derrière moi, ça m'a peut-être aidé. Et ouais, carrément, j'avais beaucoup moins de pression, j'avais aucune attente, il y avait pas d'enjeu, il y avait aucun enjeu, il y avait même pas d'enjeu d'ego. Tout était bonus et donc je suis arrivée très déliée, très libre dans cette compétition et clairement ça a payé.
Et donc tu parles effectivement de cette capacité aussi à peut-être, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de vulgariser, enfin en tout cas de simplifier les choses pour la compréhension. Bah, je trouve qu'il y a un lien très direct avec aujourd'hui ce que tu fais. Donc c'est une parfaite transition pour parler pour maintenant parler de ton métier. Donc aujourd'hui, hein, je ne veux pas dire de bêtises, donc surtout tu me corriges. Aujourd'hui, tu travailles à l'EAC, donc c'est le Centre européen des astronautes, c'est ça? Donc C'est ça. vous formez et vous êtes vraiment, vous participez à toute l'instruction des astronautes, et c'est là où je voudrais que tu m'expliques. Donc tu es à Cologne. Cet entraînement, j'ai halluciné quand je suis retournée un peu me renseigner. Il est extrêmement long et je crois qu'il est composé de 3 phases. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer effectivement en quoi ça consiste cet entraînement, et toi concrètement, quelle est ta mission? Oui, avec plaisir. Donc, il y a plusieurs agences spatiales dans le monde. La plus connue, c'est la NASA. Et puis, pas loin derrière, on a l'ESA, qui est l'Agence spatiale européenne, qui possède différents centres, donc des centres d'ingénierie, des centres de support, et le Centre européen des astronautes, qui est le centre où on entraîne tous les astronautes qui se rendent à bord de la Station spatiale internationale, qui est en orbite en ce moment même autour de notre planète. Donc, tous les astronautes qui s'y rendent, toutes agences confondues, doivent venir à l'EAC, donc au centre où je travaille, afin de recevoir un entraînement dédié, soit sur les systèmes ou les charges utiles, les machines européennes, soit vraiment sur les expériences qu'ils vont réaliser en collaboration avec l'Europe. Donc voilà, mon métier, l'intitulé de mon métier, c'est instructrice d'astronautes. Et en parallèle de ça, je suis aussi directrice de simulation. C'est simplement en fait pour dire que on entraîne les astronautes, mais on entraîne aussi tout le personnel au sol qui accompagne l'astronaute de l'entraînement jusqu'à son retour, en passant bien évidemment par le suivi des opérations en temps réel. Tous ces gens-là, qui travaillent pour la plupart dans l'ombre, eh bien, il faut qu'ils soient super entraînés aussi, avec un niveau de connaissance très très avancé. Mais pour avoir un petit avantage, on morcelle en fait, on divise ses compétences. Et, euh, et donc, directrice de simulation, c'est eh bien pour mettre en situation réelle ces personnels au sol et de les stimuler avec des situations souvent catastrophiques pour être sûr qu'ils sont capables de faire le travail en toute sérénité, en interagissant avec toute la hiérarchie de l'équipe de contrôle des vols. Et donc voilà, ça c'est la deuxième casquette que j'ai dans mon travail. Pour revenir sur l'entraînement des astronautes, effectivement, on peut diviser en fait leur entraînement comme sur une frise temporelle. Après leur sélection, ils rentrent dans une phase qui dure grosso modo 18 mois, qu'on appelle entraînement de base. C'est comme si les astronautes, qui ne sont pas encore astronautes d'ailleurs, qu'on appelle ASCAN, donc c'est une contraction de candidat astronaute, astronaute candidate. Donc pendant ces 18 mois d'entraînement de base, ils retournent à l'école, ils réapprennent un petit peu tout sur tout. C'est pour niveler les mettre tous au même niveau en termes de connaissances. Donc, ils apprennent le calcul d'orbite, la biologie, la physiologie, l'anatomie, comment faire des points de suture, parler le russe, etc. Donc, J'aime bien parce que tu nous dis ça comme si c'était simple. Enfin, tu vois, enfin bref, il calcule. Oui, non. Ok, déjà rien que là, on est un peu impressionné. Mais donc ça, c'est le basic training. J'ose même pas imaginer quand ça va être le training super important. Bref. Non, le basic training, c'est assez intéressant et c'est assez difficile aussi parce que pour des gens du niveau d'astronautes qui ont été sélectionnés, en fait, ils retournent à l'école et moi, si je me mets à leur place, mais je serais vraiment dégoûtée de devoir refaire des contrôles et des examens toutes les semaines, voire tous les jours. Par contre, c'est un entraînement où on a de la camaraderie, ils sont en salle de classe, c'est super sympa, ils apprennent plein de choses, c'est très stimulant. Et alors, tu dis, pardon, excuse-moi, quand tu dis ils sont candidats, ça veut dire qu'en fait, tous ne vont pas aller jusqu'au bout du programme. C'est ça, il y a encore une notion quand même de sélection ou pas? Alors, oui et non. C'est-à-dire que le dur de la sélection se passe quand même avant. Donc pour la classe de 2009, on a eu 6 sélectionnés, plus Mathias Maurer qui est arrivé un petit peu plus tard. Mais c'est extrêmement rare
qu'à l'issue de cette sélection, en tout cas au sein de l'ESA, qu'il y ait des pertes. Donc voilà. Après, on a un contrôle continu. En fait, ils ont des examens à l'issue, une évaluation plutôt, à l'issue de chaque entraînement. Donc chaque instructeur qui participe au basic training participe à cette évaluation sur le long terme. Ok. Voilà. Donc, il y avait cette première phase. Donc, ça dure quand même 18 mois. C'est pas le petit truc, hein. C'est pas le petit stage, hein. C'est ça. Donc, tout en sachant que là, je te donne l'exemple vraiment de la classe de 2009. Ça ne veut pas dire que les choses vont pas changer dans le futur. Je ne saurais pas te dire. Mais en tout cas, j'illustre vraiment comment ça s'est passé pour la classe de 2009. Donc, à l'issue de cette phase de basic training, il se voit délivrer un diplôme d'astronaute, bien qu'il ne soit pas encore parti dans l'espace. Donc ça y est, on peut enfin les appeler astronautes. Et il rentre dans la deuxième phase de l'entraînement, qui est un entraînement à durée indéterminée. Ça aussi, ça m'a impressionné. Qu'est-ce que ça veut dire à durée indéterminée? Ça peut durer des années, quoi, c'est ça? Alors en fait, voilà, tu vas comprendre quand je te dirai les noms. Donc on appelle ça entraînement spécialiste ou entraînement avancé, ou beaucoup plus simplement entraînement pré-affectation. C'est-à-dire que c'est un entraînement qui va continuer jusqu'à ce que l'astronaute soit affecté à une mission. Donc ça, aux agences, en tout cas à l'EAC, où l'astronaute lui-même, il n'est pas maître de cette affectation. Il faut qu'il y ait des opportunités de vol, il faut qu'il y ait des places disponibles, il faut qu'il y ait un retour géographique qui concorde avec la nationalité de l'astronaute, et c'est comme ça que sont affectées les missions. Donc voilà, ça peut être très, très long pour certains astronautes. Faut s'armer de patience. C'est d'ailleurs une qualité essentielle, je pense aussi, pour être astronaute. Mais pour revenir à l'entraînement, cette phase-là va permettre aux astronautes de vraiment naviguer entre chaque centre d'entraînement, donc les plus connus étant le Johnson Space Center à Houston, la Cité des Étoiles à côté de Moscou. Tu as un centre aussi à Tsukuba pour la JAXA, qui est l'agence spatiale japonaise, et évidemment l'EAC. Donc en fait, les astronautes vont tourner de centre en centre afin de réaliser un entraînement de fond sur les systèmes et sur les manœuvres de sécurité pour pallier aux situations critiques, voire d'urgence. Donc, cet entraînement, voilà, c'est en permanence, en boucle. C'est pas parce qu'ils l'ont eu une fois que ça valide les connaissances. Il y a une durée de validité, d'aptitude en fait qui est associée à chaque entraînement, et au bout de 6 mois, parfois moins, 1 an, il faut refaire l'entraînement pour être considéré comme apte. Donc ça peut durer très longtemps, jusqu'à l'affectation, où là, l'astronaute rentre dans la phase ultime de sa préparation, de son entraînement. Donc c'est l'entraînement mission, et l'entraînement mission, va permettre un entraînement, donc bien évidemment en fonction du véhicule sur lequel l'astronaute va voler. Il y a encore quelques années, on partait seulement avec les Soyouz, donc c'était un entraînement qui était aussi livré en préaffectation. Mais donc là, on le sait un peu plus tard. Donc on a un entraînement sur le pilotage du véhicule et les manœuvres d'urgence, et bien sûr, le nerf de la guerre, le contenu de la mission, donc en termes d'expérience scientifique et peut-être d'activités extravéhiculaires si on a des tâches de maintenance qui sont prévues, par Et exemple. donc, toi, tu interviens bien sur ces 3 phases-là, hein? Absolument, j'interviens sur ces 3 phases-là, tout en sachant que j'interviens principalement dans la dernière phase, qui est aussi la plus stressante et la plus critique, parce qu'on charge vraiment les astronautes avec d'immense quantité de travail, parce qu'ils continuent l'instruction des systèmes, des manœuvres d'urgence, et on rajoute par-dessus l'entraînement spécifique à la mission, avec bien sûr des expériences comme pour Thomas, qu'on appelle nationales, donc qui ont véritablement un intérêt pour le pays. Donc il y a des enjeux aussi qui sont à ce niveau-là, et en plus de ça, on leur demande de s'exprimer. Donc voilà, c'est vraiment une partie de l'entraînement qui est très dense, mais qui est très stimulante aussi. Tu soulèves vachement de questions, effectivement. Alors déjà, tu parlais de plusieurs centres dans le monde. Est-ce que toi, tu restes à Cologne et en fait, chaque centre a une spécificité et toi, tu restes à Cologne et tu entraînes les astronautes qui passent
à Cologne, ou bien à l'inverse, tu entraînes une équipe et donc tu les suis dans chacun des centres parce qu'il y a un matériel adapté pour chacune des entraînements. Alors, non, en général, les instructeurs de l'EAC restent basés à l'EAC, heu, déjà pour une raison matérielle, c'est-à-dire que les modèles au sol, des machines qui sont utilisées à bord, il y en a pas 36 en fait. Mmh. Donc, dans le temps, on essayait d'avoir vraiment, je dis dans le temps, il y a une quinzaine, dizaine d'années, on essayait d'avoir vraiment plusieurs modèles au sol. Hem, donc bien évidemment le modèle de vol, mais au sol un modèle d'ingénierie, un modèle de recueil de données pré et post-vol, un modèle d'entraînement évidemment, et ce pour donner de la flexibilité géographique. Mais certaines machines sont tellement lourdes, grandes, complexes et coûteuses que c'est pas possible. Donc, nous, on est obligé de faire l'entraînement, à l'EAC et au lieu de se déplacer ou de déplacer les machines, on va déplacer les équipes pour que les équipes de scientifiques viennent faire les recueils de données aussi à l'EAC ou alors quand on a besoin de faire une analyse d'ingénierie et ben, on va les aider aussi en utilisant notre modèle d'entraînement. Voilà. Donc, les contraintes, elles sont vraiment, matérielles pour le coup et hem et donc sans parler des contraintes actuelles, sanitaires, parce qu'évidemment ça nous arrive, d'avoir des entraînements de dernière minute à donner ou un support, à nos collègues, heu, dans les centres opérationnels de support ou chez les scientifiques. Parfois il faut bouger. Heu, Là pour le coup c'est devenu, Impossible. rarissime depuis, depuis, depuis 1 an. Donc Ouais. voilà, par contre on travaille, heu, on travaille, pareil, c'est-à-dire que bien qu'on soit confinés, on n'a pas cessé d'envoyer des astronautes à bord de la station. Donc moi mon travail n'a quasiment pas changé, je continue à entraîner les astronautes. Évidemment, il y a certains entraînements qui sont faits, en distanciel, heu, pour quand c'est possible et c'est rarement possible parce qu'on a souvent besoin des machines. Ouais, je comprends. Donc je me rends quand même, souvent sur mon lieu de travail, ouais. Alors dans tout ce qu'il y a à leur apprendre, en fait, moi le spectre me paraît extrêmement large. Est-ce que vous êtes plusieurs, instructeurs avec chacun des domaines de spécialité, différentes? Ou bien et toi le tien, il couvre quel spectre, en fait? Alors, moi pour le coup, si on se focalise sur l'entraînement charge utile, donc qui est l'entraînement des expériences grosso modo, Mmh. oui, il faut qu'on soit très, très polyvalent. C'est-à-dire que ce qui arrive sur notre bureau, peu importe en fait le domaine, peu importe, voilà, le domaine scientifique, il faut qu'on soit capable de décoder, heu, toute la science théorique, empirique, du sujet, décoder toute la volonté des scientifiques, toutes les contraintes opérationnelles et cetera pour pouvoir les réencoder, quel que soit le domaine, hem, en un entraînement dédié aux astronautes. Ouais. Évidemment, on a tous un background différent, on n'a pas tous étudié la même chose et c'est tant mieux parce que ça nous fait, spécialistes dans certains domaines et certaines matières. Personnellement, je suis très contente parce que je travaille, principalement en physiologie et aussi en neurosciences. Donc voilà, je m'occupe, principalement d'expériences dans ces domaines-là. Par contre, dans l'équipe d'instructeurs qu'on est, donc j'ai oublié de répondre, mais ouais, on est une petite douzaine, d'instructeurs, basés à l'EAC. Après, on a 2 collègues à Munich et 2 collègues à Houston. Donc on est vraiment pas beaucoup et sur les charges utiles, voilà, on n'est pas des masses. Mais voilà, on a chacun nos préférences et en plus de ça, on a le droit, heu, à chaque instant de dire: «Bah, moi, je suis intéressé pour me mettre à travailler sur la physique des fluides, sur, hem, n'importe quoi, voilà, la communication, la photo, ou le cardiovasculaire» et cetera. Évidemment, quand on est pressé comme on l'est en ce moment et souvent, on essaye d'assigner, et d'affecter les expériences aux instructeurs qui ont une connaissance profonde déjà de tel domaine Oui, oui, scientifique. Donc moi, pour je suis gagner super du temps, quoi. contente.
Ouais, pour gagner du temps. Donc on appelle ça SME, donc c'est Subject Matter Expertise. Donc voilà, expert dans le sujet et la matière. Et on te demande très souvent, c'est quoi ton SME? Parce que là, on est à la bourre, il nous faut quelqu'un. Mais ce que je trouvais impressionnant, c'est qu'effectivement, donc tu reçois, parce que ça te demande toi-même de maîtriser, puisque tu dois former les astronautes à telle ou telle expérience. Donc ça veut dire que tu reçois, je crois, un cahier des charges en fait des scientifiques que tu dois maîtriser, dépouiller et traduire. Donc on en revient à cette fameuse traduction finalement que tu avais déjà utilisée dans ta première expérience au CNES pour pouvoir le mettre à disposition des scientifiques. À quel moment en fait quelqu'un te contrôle sur le fait que tu as bien traduit, que c'est bien mis en œuvre du côté des astronautes? Ouais, alors tu soulèves un point essentiel qui n'est pas du tout visible dans notre métier, parce qu'on sait bien ce que c'est le job d'enseignant ou de prof, mais on ne sait jamais comment le professeur ou l'enseignante va développer son contenu, va développer sa leçon. Pour nous, on est soumis à des standards très forts, très rigides, qui sont des standards militaires, donc l'ESA. Tout est écrit noir sur blanc, on a un code à respecter. Et dès lors que moi je reçois le contenu, donc l'espèce de carburant qui va me permettre d'avancer dans le développement de ces leçons, de ces cours, il va falloir le transformer, mais pas n'importe comment. Donc, je transforme ce carburant tout d'abord en construisant une espèce de squelette, une espèce d'échafaudage de ma leçon. Et dans cette construction-là, de canevas de la leçon, je suis inspectée par des experts, dont des experts des standards de l'ESA et des experts dans la matière aussi, dans le domaine, qui vont s'assurer que le canevas de ma leçon respecte les objectifs, les stratégies. C'est extrêmement complexe. Je veux bien Et croire. ça prend énormément de temps. Mais par contre, ça permet de standardiser toujours, les leçons ont toujours le même support et c'est beaucoup plus facile pour les astronautes et pour les instructeurs déjà d'interchanger les instructeurs les uns les autres. C'est-à-dire que si quelqu'un ne peut pas venir, est malade, qu'il y a une catastrophe, on peut décemment, en 2 jours, récupérer une leçon et vraiment avoir une lecture. C'est comme une méthode de lecture. Ensuite, une fois que le canevas est validé, et ça peut prendre beaucoup de temps, on va commencer à développer le contenu, donc le cours. Donc ça peut être une présentation, ça peut être n'importe quoi, un film. Et ce contenu-là, de la même façon, va être inspecté par des experts et va être modifié jusqu'à la validation. Et une fois que le contenu est validé, on est inspecté sur la façon de donner le cours. Et voilà, ouais. Et là aussi, il y a des choses très précises à respecter, et c'est pas toujours simple. Et une fois qu'on est prêt, on fait quelque chose qui est en fait une répétition générale, ou même plus que ça, une évaluation qu'on appelle un dry run officiel, où c'est un vrai astronaute qui vient jouer notre élève, qui sert de cobaye. On a les experts des standards, on a les experts de l'expérience, on a plein de gens, on a un petit public, et ils viennent inspecter, assister à cette validation, et viennent valider si tout fonctionne. Et à partir de là, je suis considérée comme apte à donner cette leçon, mais de la même façon pendant seulement un certain temps. C'est-à-dire, si je passe plus de un temps défini, de 1 année ou de 6 mois à ne pas donner cette leçon, il faut que je me recertifie. Donc c'est voilà, c'est une façon. Tu vois pas ma tête, mais au fur et à mesure, je m'enfonce dans mon fauteuil. Parce que, donc ça veut dire que toute cette phase-là, elle prend combien de temps? Ça me semble, ça doit être très long, non? Pour faire tout, juste entre le moment où tu reçois le cahier des charges et le moment où tu es devant tes élèves astronautes. Ouais, ça prend du temps, ça prend plusieurs mois. Ouais. Ça prend plusieurs mois, mais c'est une façon très simple et très claire de sauvegarder en fait la qualité et de cet entraînement-là. Oui, non, mais puis au-delà de ça, il y a de tels enjeux de vie humaine et de millions sur la table que je comprends que les trucs soient super cadrés. Hein. J'imagine que tu fais pas ça comme ça, de manière un peu à la one again. Ça me paraît évident. Non,
C'est vrai et puis au-delà de ça, un truc qui a son importance, c'est que chaque entraînement que je donne, qu'on donne est, enregistré et archivé. Donc on a l'image et le son et ça part à l'archive. C'est toujours conservé et pour la bonne et simple raison que s'il y a un pépin à bord, si l'astronaute met beaucoup plus de temps que prévu à faire son expérience et ben, les directeurs de vol et les responsables vont visionner l'enregistrement de l'entraînement pour voir s'il n'y a pas eu justement un objectif qui a pas été atteint, et cetera. Tout en sachant qu'à l'issue de chaque entraînement, je dois faire un rapport. Je dois faire un rapport sur comment s'est déroulé l'entraînement, de faire des notes sur n'importe quoi qui a été différent, de la normale et de la même façon, l'astronaute me note aussi. Donc voilà, c'est des boucles infinies où on met des espèces de crans de sécurité partout pour être sûr qu'on fait les choses, correctement, et que tout le monde est content. Oui, oui, mais et Donc j'avais lu justement dans un des articles, lors d'une mission, si l'astronaute rencontre un problème à bord, ce sont les phases d'entraînement qui sont les premières à être regardées. Donc ça ouais, correspond à ce que tu viens de dire. Alors tu disais tout à l'heure que petite, tu fais un support de cours, etc. Mais j'imagine que parfois c'est aussi recréer un environnement pour recréer l'expérience en elle-même. Ou est-ce que toi ton boulot peut t'amener à justement recréer, je sais pas, un environnement, recréer oui, les oui, carrément. conditions et tout ça? Carrément, en fait, donc il y a différents types d'expériences, bien sûr, on ne peut pas faire de généralité. Mais si on prend une expérience somme toute classique, par exemple en physiologie, hem, donc je te prends l'exemple d'un échographe, télécommandé. Donc là, c'est hyper intéressant parce qu'on fait de la théorie, tu vois? Donc Mm. là, on a le cours et cetera, on explique comment ça se passe, quels sont les enjeux, pourquoi on fait ça, quelles sont les retombées pour nous humains sur Terre, quelles sont les retombées, les perspectives pour l'exploration spatiale, et cetera. Donc on donne vraiment un cadre théorique et aussi d'actualité, de communication qui va aider l'astronaute aussi à parler clairement, de ce qu'il va faire sans trop se creuser, les méninges ou d'essayer d'être créatif et ensuite on a une phase qui est plus orientée vers le matériel. Donc il faut expliquer tout ce qui se passe autour de la machine, s'il y a des points de sécurité à soulever, s'il y a des branchements particuliers, un montage particulier, où est-ce qu'on le déploie, où est-ce qu'on va chercher des outils spéciaux, et cetera. Donc là, on fait de la mécanique un petit peu et puis ensuite, il y a une phase, véritablement de performance où on va enseigner, à l'astronaute comment se servir véritablement de la Mm, machine. mm. Donc il y a certaines machines qui fonctionnent en autonome, hein, ou sur les manips de chimie ou de physique des fluides, l'astronaute joue rarement au petit chimiste. Mais pour ce qui est, pour le coup, des expériences en physiologie, bah, là, on a besoin de l'astronaute, on a besoin de son corps et là, il y a pas le choix. Il a besoin d'avoir toutes les compétences de performance et donc là, on est en plein dans le sujet et il faut tout faire pour de vrai. Il faut tout faire pour de vrai, donc on est vraiment en situation, à l'exception, heu, de l'impesanteur. Malheureusement, à mon grand désarroi, on fait tout ça, dans des salles de classe adaptées avec toutes les machines, mais sinon on essaye d'être le plus fidèle possible. Ouais, absolument. Mais alors j'ai vu quand même, vous aviez des grosses piscines, etc. Donc il y a quand même, vous reproduisez quand même une partie des conditions quand même de je sais pas quoi, enfin pas de la pesanteur évidemment, mais non, enfin ils font quand même des entraînements dans des environnements un peu spécifiques quand même. Oui, alors moi je m'occupe pas de l'entraînement, en piscine, Ouais. donc effectivement, on fait mes collègues font de l'entraînement, en piscine afin d'avoir quelque chose qui s'approche le plus possible grâce à la flottaison qu'on a, sous l'eau, et d'avoir un environnement, heu voilà, hostile, hein, donc l'astronaute va être, immergé, il peut pas, il n'est pas très libre de ses mouvements et cetera et c'était vraiment l'environnement le plus à même, pour préparer les astronautes à faire des activités en scaphandre à l'extérieur de la station, ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Alors tu disais aussi tout à l'heure que vous pouviez simuler des situations d'urgence. Est-ce que c'est toi là en l'occurrence qui construis ces scénarios d'urgence, ou bien là de nouveau c'est des cahiers des charges qui te sont soumis, des choses comme ça? Alors pour les astronautes, l'entraînement urgence est très, aux situations d'urgence, est très,
voilà, très rigide. On a des collègues qui ne font que ça, c'est leur job. Après, pour les simulations, pour les personnels au sol, Mmh. heu, donc ouais, on écrit carrément un scénario. Donc bien sûr, donc la simulation dure une journée complète, hein, sur les simulations internationales, on met tout le monde en relation, que ce soit à Munich, à Cologne, à Houston, enfin voilà, tout le monde parle. On est vraiment en situation le plus haute fidélité possible et on a une timeline, donc on a vraiment un agenda de la journée en utilisant exactement les mêmes outils qu'on utilise pour le suivi des opérations en temps réel, sauf qu'on est dans des instances, dédiées aux simulations, pour pas perturber bien sûr les opérations en temps réel et on va leur faire des tâches classiques qui vont correspondre à ce qu'ils vont faire en temps normal et on va injecter des petites catastrophes. Ouais. Alors ça peut être, voilà, des plombs qui sautent ou des lumières qui marchent plus ou un astronaute heu, qui a froid, enfin des choses un peu bêtes. Mais là, on vient vraiment tester, hem, d'une part les connaissances des opérateurs et surtout leur façon d'interagir au sein de l'équipe opérationnelle parce qu'il y a tout est codifié et ça s'apprend. Et on pousse ces équipes jusqu'à la catastrophe. Donc ça peut être du feu, une dépressurisation, une atmosphère toxique, une fuite d'ammoniac, enfin des choses, dramatiques, afin de voir, comment ils gèrent le stress et comment ils s'en sortent. D'accord, OK. OK, OK. Et ta mission, en fait, d'instructrice, pardon, va jusqu'au décollage? Ou est-ce que tu peux aussi être amenée à le faire, pendant l'émission et après l'émission? Alors, en général, dans le meilleur des mondes, notre job, vient s'arrêter, et dans le meilleur des mondes et surtout en fonction hem, de nos casquettes. C'est-à-dire que certains de mes collègues, ont une casquette Eurocom et eux font, de l'instruction d'astronautes ainsi que du suivi aux opérations en temps réel. Moi aussi, je peux être amenée à travailler au suivi des opérations en temps réel, mais en tant qu'instructrice, normalement, notre travail, s'arrête à la fin de l'entraînement. Heu, Néanmoins, dans les cas un peu dégradés, notamment, en ce moment ou Mmh. alors quand on a, des activités qui sont difficiles ou qu'on n'a pas eu le temps d'entraîner, l'astronaute ou qu'il y a eu des changements ou qu'il faut monter une nouvelle pièce et cetera, on peut faire des réajustements d'entraînement à bord. Donc on essaye de le faire le moins possible parce que, c'est pas comme ça que d'après les standards, les choses sont définies et aussi parce que c'est extrêmement chronophage. Développer un entraînement à bord qu'on appelle OBT, On Board Training, ça demande un temps, phénoménal. Il faut, filmer, enregistrer, post-produire et voilà, c'est un gros investissement de temps qui rentre pas toujours dans les clous niveau activité et puis aussi quand on a des expériences qui sont un petit peu difficiles, un petit peu critiques, on va volontiers s'asseoir avec, l'Eurocom, qui est basé aussi à l'EAC à Cologne. On va s'asseoir à côté d'eux puisqu'on a été les derniers, en général en contact avec les astronautes et puis tout simplement, c'est nous qui les avons entraînés, donc on sait exactement, heu, quelle information on leur a fait passer. Ah ouais. Donc voilà, on essaye de s'entraider. De la même façon, un Eurocom qui va faire les premières activités sur une expérience et ben, on l'entraîne aussi. On lui fait faire la manip, on prend du temps là-dessus et parfois, même souvent, on va s'asseoir avec lui ou elle, pour l'implémentation des premières manips et puis après ça roule tout seul. OK. Alors tu disais que tu pouvais faire aussi des entraînements donc de missions on-board. Moi j'avais une question aussi, est-ce que vous faites des entraînements pour des missions hypothétiques? Tu vois des missions où on se dit, peut-être que dans 10 ans on sera capable de faire un voyage jusqu'à Mars, est-ce que ça aussi c'est, voilà, ça existe des entraînements, sur des missions un peu théoriques? Je sais pas comment les appeler mais, Alors, moi dans le cadre, ISS, donc nous, notre entraînement, il se développe pour l'instant autour des missions, vers la Station spatiale internationale. C'est très calibré, si tu veux. ouais, OK. Donc voilà. Après, à la division d'entraînement où je bosse, on a aussi des entraînements dans les space analogues, donc les milieux et les environnements, hem, qui sont,
des analogies du spatial, c'est-à-dire qui représentent un ou plusieurs aspects du spatial. Donc, ça peut être un environnement confiné, hostile, tu vois? C'est pour ça qu'on Mmh. fait, des entraînements dans les grottes souterraines ou alors, sous l'eau pour, Nemo ou des entraînements un petit peu, de survie et cetera. Donc, si ça répond à ta question, oui, il y a des équipes qui sont en charge de ces entraînements-là qu'on appelle analogues. OK. Mais voilà, pour l'instant, nous, on dédie le gros de notre entraînement, Ouais. pour l'ISS et puis après on est à l'aube des missions Artemis donc ça va changer aussi. On va commencer à songer à l'entraînement, peut-être pour les missions lunaires. Génial. Ouais, donc ça, c'est encore tout un autre truc et j'imagine qu'il va complètement révolutionner ou enfin, changer complètement les programmes de ta partie aussi de formation, quoi. Est-ce que Très probablement, ouais. est-ce que c'est compliqué pour toi? Non, j'imagine que c'est même pas une question qui a du sens de te demander si tu as une journée type, un mois type. Non, j'imagine que ça doit changer complètement de tout au tout à chaque fois, quoi. Ça change, j'ai beaucoup de mal à gérer le planning d'une journée. C'est-à-dire qu'il y a des mais c'est pas une blague, hein. C'est qu'il y a des rebondissements, des choses, même avec le temps, parce que c'est ma 12e année que je travaille, à l'EAC et donc ça fait ma 15e année que je travaille dans les vols spatiaux habités. J Il y a une capacité à être surpris enfin, à la surprise vraiment, des choses qu'on ne pouvait pas imaginer donc quand on est cool, et qu'on prend ça bien, ça peut être très divertissant, mais je comprends que d'autres personnalités, pètent les plombs quoi, Ouais, ouais, complet. mais ça vient bousculer le côté, de l'autre facette dont tu me parlais tout à l'heure, qui était quelque chose de très cadré, de très procédurier, donc c'est marrant ce double spectre en fait, hein, voilà. Ouais, parce que, en fait, ce qu'il y a aussi qu'on n'a pas abordé, c'est que voilà, tout est très cadré, procédurier comme tu dis et très contenu. Par contre, quand on est en classe, quand on est en cours avec un astronaute ou max 2, donc tu vois déjà c'est toute petite classe, heu, je pense personnellement qu'il y a un profond intérêt à, comment dire? Modeler ces entraînements qui peuvent être très rigides. Mmh mh. Et là, on est vraiment dans les styles différents des instructeurs pour le coup. Moi, je sais que j'aime bien faire un entraînement sur mesure. J'étudie beaucoup la biographie des astronautes quand ils sont pas déjà des amis, parce que c'est vrai qu'au fil des années, on retrouve un peu toujours les mêmes têtes. Mais vraiment, essayer de cibler, déjà, qu'est-ce que l'astronaute il a appris, et qu'est-ce qu'il a étudié, quelle est sa situation familiale, essayer de voir si ça fait pas, 3 semaines qu'il est ballotté, de continent en continent, est-ce qu'il est crevé, est-ce que et cetera. Et donc, moi j'attache beaucoup d'importance à injecter une flexibilité quand même, heu, dans la livraison de cet entraînement que j'aime bien faire un peu sur mesure, tout en respectant les objectifs, qui me sont imposés. Voilà, tu fais les transitions parfaites, Laura, parce que Ouh justement, là! je voulais que tu me non mais merci, je te l'ai pas demandé, mais c'est parfait parce que je voulais justement qu'on parle un peu de la relation avec les astronautes. Parce que effectivement, là, tu me disais que tu dois t'adapter à la personnalité, mais j'imagine aussi qu'il y a énormément de nationalités, donc ça veut dire que c'est autant de bagages culturels différents, de façons d'apprendre, la pédagogie, etc. Donc ça, je trouve ça aussi hyper intéressant. Peut-être que tu puisses nous expliquer comment tu fais aussi pour t'adapter à chacun de ce public-là, quoi. C'est pas évident. Alors je vais essayer de te répondre, j'ai jamais vraiment il y a beaucoup d'intuition Oui. dans cette façon de faire et j'ai tendance à alors la base, c'est quand même le travail pour moi, mais je me donne le droit, d'avoir cette intuition et de l'écouter et de lui faire confiance. Donc après, comme tu dis, voilà, les astronautes, ils viennent soit de la NASA, soit on a des cosmonautes russes qui il y a un peu la barrière de la langue, ils sont pas toujours super tous à l'aise en anglais et Mm. puis moi-même, je suis pas à 100 bilingue, il me manque toujours un mot par-ci par-là. Donc ça, bon, voilà, c'est déjà une adaptation, hein. La langue en soi, Clairement. c'est quelque chose d'important et ensuite, pour ce qui est des nationalités et de la culture, heu, on apprend.
on apprend sur le tas. C'est vrai qu'il y a des petites différences, mais c'est pas énorme. Il y a des petites différences entre les astronautes NASA, des façons de faire, la culture japonaise avec vraiment l'importance et le profond respect lié à à l'enseignant, le maître, le sensei. Donc, c'est vrai que mes petits chouchous, c'est peut-être un peu parfois les astronautes de la JAXA parce qu'ils sont hyper gentils, hyper à l'écoute. Je veux Et dire, pas donc, rebelle mais comme les Français. Je parle pas de Thomas Pesquet, je le connais pas, mais je connais notre petite non, propension à râler, quoi. non, 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 mais et puis aussi, c'est une posture que j'adopte en anticipation. Donc, je pense que je suis aussi plus relax. Je me mets un peu moins la pression quand je sais que je vais avoir des élèves qui vont peut-être un peu moins me challenger. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face de nous, on a des astronautes, qu'ils ont envie de comprendre, qu'il faut être absolument précis, encore une fois, sur des domaines dans lesquels on n'a pas une expertise depuis des années, Mais oui, c'est voire ça. des mois. Ouais. Et Donc, justement, quel est ce il f rapport avec les astronautes? Est-ce que il y a oui, un rapport un peu qui n'est pas de hiérarchie, hein, évidemment, mais voilà, comment ça s'installe? Ça devient des élèves, élèves profs, madame, est-ce que je peux changer de cahier? non, alors, c'est vrai que moi, personnellement, je vois simplement une différence plus pas dans les nationalités, mais surtout dans les est-ce que c'est des primo-volants ou est-ce qu'ils ont déjà eu une mission, ou plusieurs derrière eux? Ah, Parce ok. qu'on a un changement d'attitude, tu vois, quand ils ont pas encore, quand ils sont pas encore partis. Il y a beaucoup d'interrogations. hem, ils nous emmènent mettre l'accent sur certaines choses. En fait, il y a un changement, d'intérêt, il y a un changement de focus et c'est complètement naturel. C'est complètement naturel. Donc ouais, il y a des différences et vraiment pour les relations, bah, avant tout, ce sont nos collègues. On a envie de bien faire notre travail, en plus de ça, on est responsable de cet entraînement. Donc, avant toute chose, il faut donner un entraînement de qualité, c'est le plus important. Après, si on peut le faire dans une atmosphère agréable, bah, c'est bonus. Et moi, je suis convaincue que, bah, voilà, comme n'importe quel, élève, je pense, quand on est dans une bonne ambiance, dans une bonne atmosphère, dans une atmosphère d'écoute, hem, de confiance, ça se passe mieux. On va plus vite, donc moi personnellement, bah, voilà, enfin, au fil des années, il y a des collègues qui deviennent des amis. Donc quand tu entraînes, certains de tes amis, bah, c'est pas toujours plus simple en vrai, parce que, on va peut-être prendre des raccourcis ou ils vont peut-être prendre des raccourcis ou des libertés, mais ça peut donner une dimension d'échange, très intéressante aussi, dont peut profiter l'entraînement. Le truc le plus important, c'est de remplir les objectifs. Oui, de garder cette rigueur pour atteindre l'objectif Voilà, initial, quoi. c'est Ouais, ça. ouais. Et ça, on a des aides pour ça, c'est-à-dire qu'on fait des évaluations à la fin avec l'élève, avec l'astronaute. On vérifie bien qu'activement, il peut nous faire des petits résumés, des petits machins. Donc heu, Et donc voilà. alors, les astronautes, en fait, tu m'avais dit un truc quand on s'était eu au téléphone, c'est nous, on en a tous, franchement, une image de héros, de personnes hyper courageuses, enfin, etc. Toi, justement, qui les côtoies au quotidien, quelle image tu as de ce métier, de ce qu'ils font et voilà, de qui ils sont? Heu, moi, je comprends pas, en fait. Je comprends pas parce que j'ai une admiration et puis en même temps une interrogation totalement profonde en me disant: «Mais qui peut avoir envie, Ouais. depuis parfois, la petite enfance, de faire ce job?» Parce que moi, ça me terrorise, en fait. Donc Toi, tu veux bien donc prendre l'avion pour le Japon, mais pas de fusée, quoi. non, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment Mm. ce sacrifice, de tant d'années d'entraînement, de si peu voir sa famille, de toujours être au top, de toujours avoir, hem, de toujours être obligé de performer et puis bien sûr en pratique, de partir, s'asseoir sur une espèce de bombe, géante quand même, Ouais, bon, ouais, un ouais. peu risqué et partir s'enfermer volontairement, dédier son temps,
et puis quand même une partie de son corps parce que c'est dur physiquement Mmh mh. pour tes concitoyens, pour l'humanité sur terre. En fait, c'est un sacrifice et donc on montre souvent cette image, de héros et c'est le cas. Ce sont des héros, mais peut-être pas pour les raisons Exactement. Ouais, ouais. qu'on amène, tu vois? Pour moi, ce sont complètement des héros, mais par ce sacrifice qu'ils font, dont je suis témoin quotidiennement. Mmh mh. Et c'est ça qui est intéressant et ça m'avait marqué quand on s'était eu au téléphone parce que je crois que on a effectivement tous envie de rêver et de voir ces portraits de Thomas et d'autres, hein, mais qui nous impressionnent énormément. Et d'ailleurs, tu m'avais dit, mais moi, c'est pas un rêve, par exemple, que j'ai de partir et d'être à leur place, hein, clairement. Donc je trouvais ça Non, intéressant. après, pour être honnête, si on me propose un petit vol taxi, de 3-4 jours, juste pour tenter, bon, pourquoi pas? Mais j'ai pas du tout, l'âme, C'est ça. j'ai pas ce qu'il faut et puis j'ai aussi d'autres ambitions. Mmh J'ai mh. d'autres ambitions et je crois que alors là, c'est peut-être un peu polémique, mais c'est pas grave. Je crois que l'ambition ultime dans les vols spatiaux habités, pour moi, c'est pas d'être astronaute, en fait. Je trouve qu'il y a des ambitions encore plus importantes, mais ça, c'est ma façon de voir les choses. Dans quelques jours, là, il y a, je crois, Thomas Pesquet qui va faire un décollage, là, le 14 avril, je crois. On peut le regarder en live. Alors Bref. 22, Ah oui, 22 avril, ah, ouais. le 22. Ouais, Oui, parce que le 14, c'est demain, n'est-ce pas? Donc, dans le 22 oui. avril, tu as Ne raison. ne me stresse pas. Je suis pas sympa. Mais non, mais en plus, je viens de m'enregistrer, tu sais, en disant que je voulais participer sur Facebook. Mais donc, c'est effectivement pas demain du tout. Pardon. Ça va bien se passer, Laura. Ne fais pas une tachycardie pendant l'interview, ce serait pas sympa. Non. Non, en fait, j'ai envie que tu nous en parles un peu parce que je voudrais que tu nous expliques comment tu l'as rencontré, qui il est, parce que on connaît tous l'image, voilà, tout ce qu'on peut en lire sur les réseaux sociaux, sans nous dévoiler évidemment des trucs perso, mais voilà, on a envie tous de un peu mieux le connaître et puis surtout ta relation avec lui. Je crois que tu l'entraînes depuis pas mal de temps, quoi. Oui, donc en fait, c'est assez marrant parce qu'avec Thomas, on est rentrés presque au même moment, à l'EAC. Lui, il est arrivé quelques mois auparavant et la première fois que j'ai rencontré, c'était pendant son entraînement de base, donc avec la classe des 6 astronautes et moi, à l'époque, je travaillais, donc au CNES. Puisque ce que je t'ai pas dit, c'est que, après le concours, donc du Congrès international, d'astronautique, En et le Inde, prix, ouais. remporté, l'Institut de médecine spatiale m'a proposé un poste que j'ai accepté, que je voilà et j'ai passé des années, extra au CNES et au CADMOS avec l'Institut de médecine spatiale et après la sélection de 2009, il y avait un appel en fait, aux aux experts ou simplement voilà pour participer à l'entraînement de base et donc moi j'ai accepté de donner des cours en anatomie et physiologie. Donc je suis partie me former, à l'EAC où je travaille aujourd'hui D'accord. et j'ai fait une petite formation et j'ai donné, un entraînement de l'entraînement de base, heu, à Thomas et à sa classe donc tout début fin 2009, début Ouais, 2010. donc ça fait quand même pas mal un paquet d'années, quoi, que vous bossez ensemble, Mais hein. oui, ouais, ouais Pardon, hein, de te et donc rappeler que les années passent. quelle horreur! Non, mais donc voilà, en fait, c'était très agréable pour moi parce que, on a découvert, l'EAC. Déjà, ça a été un souffle de fraîcheur et d'enthousiasme pour l'EAC parce que voilà, il y avait une classe sélectionnée, c'était le branle-bas de combat, enfin c'était super et moi je suis arrivée un petit peu en même temps et j'ai profité un petit peu de ce souffle-là. Donc et puis ça me voilà, c'était super quoi. C'était vraiment, une période extra, ce basic training. Ça a été peut-être pas pour les astronautes, mais et donc quelques mois, après, bah, j'avais déposé candidature et j'étais embauchée. Donc ouais, on se connaît depuis, fin 2009, début 2010 et puis, on n'a pas travaillé ensemble tout de suite parce que lui, il était, tu sais, dans son basic training et puis la suite, donc vraiment plus orienté système et mais par contre, voilà,
était collègues, donc notre lien, il est à la base professionnel, et puis il est devenu amical au fil du temps. Et donc je pense qu'il est suffisamment connu et démonstratif que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Mais voilà, au-delà de ça, c'est quelqu'un d'extrêmement travailleur. Donc encore une fois, Ouais, il n'y a ouais. pas de secret. Très compétitif aussi, très exigeant. Et un truc qu'on voit un petit peu moins, c'est qu'il est très drôle. Donc Ouais, c'est vrai qu'il il est se marre vraiment peut-être pas quand il est en plein décollage, quoi. C'est peut-être pour ça, mais. non, mais c'est aussi dans les interviews, on lui demande toujours de traiter de sujets, bah, voilà, qui collent à son métier, à sa Bien sûr. personne, donc c'est extrêmement sérieux. Heu, mais un petit peu en off ou quand il n'y a pas les caméras, voilà, c'est un garçon très, très drôle, qui a beaucoup d'humour, et c'est vrai que quand tu te retrouves en entraînement avec lui, c'est un bon moment, Mmh. vraiment, clairement. Et c'est ce que tu Donc disais, vous aviez besoin de ça aussi, quoi, parce que c'est ce qui fait que la pédagogie avance plus vite, parce que voilà, ça fait du bien d'être un peu, alors de réduire un peu les je enjeux, pense quoi. qu'il y a une je pense qu'il y a une dimension culturelle et personnelle aussi, là-dedans. Moi, personnellement, si je m'amuse, et si je suis détendue et si la personne, si mon prof est drôle et cetera, bah, ça passe beaucoup mieux parce que je fonctionne comme ça. Après, je sais m'adapter aussi à des personnalités ou des cultures où il faut être très, très, très sérieux, et il y a pas de jugement. Je L'instructeur, en tout cas, moi, je m'adapte. Mais pour le coup, avec Thomas et avec certains de mes collègues et amis, il y a des entraînements qui sont vraiment très, très, très fun. Donc voilà. Ouais, c'est chouette parce que c'est une dimension qu'on aurait du mal à imaginer comme ça dans l'absolu, quoi. Bon, ouais, merci beaucoup pour ce témoignage. Et j'avais une question parce que j'ai vu une vidéo, je sais plus, il y a quelques jours, et je me suis dit, mais mince, mais en fait, c'est vrai que nous, on râle tous depuis des mois parce qu'on est confinés avec le Covid, enfin la Covid. Et en fait, vous êtes quand même des pros du confinement. Est-ce qu'on vous a interrogé, c'est tout bête, mais pour savoir s'il y avait des techniques qui permettraient de vulgariser ou de comprendre comment améliorer en fait les conditions d'un confinement, en fait, au-delà de la technique, hein, il n'y a pas de danger pour nous, mais tu vois, pour le bien-être psychologique des gens, enfin, je pense que vous bossez dessus tout le temps, quoi, en fait. Alors en fait, il y a un petit peu, confinement, c'est devenu malheureusement un mot valise, j'ai l'impression, et heu, nous, nos astronautes, ils évoluent en espace confiné. Mhm. C'est-à-dire que, un confinement, c'est quand même quelque chose qu'on impose, et il y a aucun astronaute, à ce que je sais, qui Oui. est parti à bord de l'ISS et qui a eu la surprise De se d'être réveiller. tu vois? Donc Mais qu'est-ce que je fais là? heu, exactement, je peux pas ouvrir la fenêtre, il y a un problème. Non, donc ça n'existe pas. On n'impose pas ce confinement. Par contre, tu as raison, il y a quand même des points communs. Ils sont, ben, en espace confiné, sans pouvoir sortir, à une distance, quand même certaine, de la Terre. Après, dans des manœuvres d'urgence, il y a aussi cette sécurité-là où tu peux les faire redescendre en quelques heures, tout simplement. Mhm. Donc il y a des points communs. L'ISS est en quelque sorte un analogue à notre Ben confinement, ouais. et vice versa peut-être. Mais donc nous, en fait, le risque par rapport à ce travail et cette évolution, cette vie en espace confiné, c'est simplement d'être sûr, que les astronautes vont bien dans leur corps et dans leur tête, et qu'ils n'ont pas de troubles, de l'attention, ou voilà, que psychologiquement tout est cool. Et ça, c'est le travail clairement des équipes médicales qui sont là pour, organiser des conférences en fait, dédiées. Donc il y a un créneau qui est dédié, chaque semaine, et ça a la priorité absolue. Si jamais, on détecte qu'il y a un petit pépin, ou que l'astronaute lui-même, a besoin de faire une pause, ou réclame une conférence médicale, ça a la priorité, on arrête tout, et donc voilà. Parce que je Donc crois qu'effectivement, on leur fait faire des tests très régulièrement, enfin pour pouvoir ouais, effectivement détecter le moindre souci. Mais ce qui m'a hyper impressionné, c'est que j'ai vu une photo d'un planning d'astronaute. En fait, chaque minute est timée ouais. avec des espaces pour le perso, des espaces pour où en fait ils doivent tenir le programme justement pour les cadencer leur journée, quoi. Donc je comprends effectivement que Voilà. ça soit pour pouvoir vous permettre de réagir au plus vite s'il y avait quelque Alors chose, quoi. ouais, exactement, et comme tu dis, l'emploi du temps est extrêmement dense, donc ça nous permet, heu,
indirectement d'avoir une influence sur leur perception du temps et aussi sur leur Ouais. fonctionnement nerveux. Donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus parce que je suis pas experte, même si en vrai mon job, c'est un petit peu faire semblant tout le temps que je suis experte dans des trucs. Mais mais en vrai, on active des systèmes nerveux, sympathiques et parasympathiques, tu vois, en augmentant cette cadence-là et en maintenant en fait, les astronautes avec des objectifs, avec des tâches, ils sont toujours en lien avec le sol, et donc on est dans un accompagnement perpétuel, qui est extrêmement différent du confinement qu'on est en train de vivre, Exactement. nous, en tout cas pour la plupart des gens. Mais en tout cas, oui, on a été consultés, on nous a demandé nos avis. Certaines entités se sont même, intéressées à avoir notre expertise et trouver un petit peu des solutions, comment faire. Après, il y a des experts, en la matière, vraiment des gens qui étudient ça depuis longtemps et pour le coup, depuis moins longtemps aussi. Et il y a véritablement des solutions. Donc un emploi du temps, une cadence, ouais, ça en fait partie. Mmh mh. OK, OK. Bon, bah, merci. Alors Laura, j'aimerais bien qu'on parle de tes autres activités. Tu as commencé un peu à nous en parler tout à l'heure en disant il y avait, d'autres domaines dans le spatial d'autres sujets en fait et d'autres problématiques qui t'intéressaient. J'ai noté en fait que tu avais enfin, certaines autres activités. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Je pense notamment au PASI, j'espère que je le prononce Oui, bien, et puis le fait que tu sois instructrice parabolique aussi, qui m'intéresse. oui, avec plaisir. Ouais, ouais. Donc tu sais, je t'avais dit au début, dans mon parcours étudiant, j'ai repris en fait, Oui, un un MBA. diplôme en administration des affaires, voilà, c'est ça, avec, l'ISU et l'université de Washington. C'était un parcours de 2 ans, vraiment très, très intéressant qui m'a notamment mise en relation et en contact avec la dimension du spatial commercial et ça m'a, heu, fascinée autant qu'inquiétée, en fait. Et quand je voyais vraiment les plans de ces grandes entreprises qui s'orientaient vers les vols suborbitaux, par exemple, ou des choses comme ça, et quand j'ai appris qu'ils n'envisageaient pas de faire de sélection ou d'entraînement à proprement parler, toi, quand tu travailles vraiment dans ce milieu et quand tu vois le déploiement de force qu'il y a autour de cette sélection et surtout de cet entraînement, tu te dis: «C'est pas possible». Ils vont droit à la catastrophe et la seule façon, que j'avais de peut-être, participer, c'était, de vraiment me pencher sur ce point-là, dans ce domaine. Et j'ai monté un truc qui s'appelle le PASI, donc c'est l'association professionnelle des instructeurs du spatial. Et l'objectif à l'époque, donc on parle d'il y a 9 ans en arrière, ouais, même un peu plus, c'était d'établir des standards, en fait, des recommandations, pour expliquer comment nous on faisait pour, sélectionner et pour entraîner et peut-être suggérer comment, ces entreprises, ces personnes, pourraient faire. C'était pour le coup, je pense, un petit peu tôt, un petit peu avant-garde. Hem et donc ce projet est resté en latence pendant quelques années et pendant ce temps, bah, je continuais mon job, à l'EAC et puis j'étais souvent, cobaye, donc sujet, pour des vols, paraboliques, scientifiques, des campagnes scientifiques. Donc tu as toujours besoin de gens pour leur coller des électrodes, et puis, et puis survivre au vol qui se passait toujours bien, Bien au final. mouvementé Et quand même. ouais, mais c'est ça pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, j'étais vraiment dans la partie, scientifique au départ et puis au fil des années, au fil du temps, au fil des rencontres, hem, la société Novespace qui organise ces campagnes de vol parabolique, scientifiques, hem, m'a proposé de devenir instructrice de vol parabolique sur les vols grand public parce qu'ils ont réussi à ouvrir, en fait, cette activité au marché, grand public, donc des particuliers. Et les gens qui peuvent s'offrir un billet pour un vol parabolique, bah, voilà, souvent j'ai l'occasion de les encadrer. Donc c'est cool parce qu'il y a un entraînement au sol et il y a, un une su on les supervise aussi, à bord, on les sécurise et c'est vraiment super parce que, hem,
c'est comme si on entraînait des astronautes d'un jour, quoi. C'est vraiment ça. On leur donne, des infos, on leur explique la théorie et puis en plus, là, on est avec eux pour la pratique. Donc c'est vraiment extraordinaire de faire ce job-là. Moi, je l'adore parce qu'il y a une finalité, il y a un tout et il y a un accompagnement total et puis au-delà de ça, c'est une expérience, toujours géniale, Mmh. absolument toujours géniale. Donc Moi, ce que je trouve assez sympa et positif, en fait, c'est que et je t'ai entendu le dire dans une interview, c'est qu'en fait, toi, tu dis qu'on peut en fait permettre aux gens de vivre un bout de cette aventure spatiale d'une certaine manière et qu'il faut pas penser qu'il y a l'élite qui part, donc les astronautes qui partent dans les fusées, et puis les autres, c'est un monde complètement inaccessible. Toi, tu penses qu'on peut en vivre une partie de cette aventure spatiale d'une certaine manière, par ces vols paraboliques, mais aussi potentiellement par des ouais, entraînements en piscine, par voilà, enfin qu'on peut vivre ouais. un bout et que c'est déjà génial. Et pourquoi s'interdire de le faire vivre à d'autres personnes, en gros? Ouais, alors voilà, ça me permet de réembrayer sur le PASIC. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui? Donc, j'ai fait une digression sur les vols paraboliques parce que c'est vrai que ça a été ma première fonction en tant que PASIC, qui est devenue, qui est une entreprise aujourd'hui pour laquelle je travaille en parallèle de mes activités à l'ESA. Heu, donc moi, j'aime bien croire qu'on est vraiment à l'aube d'un nouveau spatial, si tu veux. Il y a des nouvelles choses qui sont en train de se faire, chaque année et on est en train d'y assister, on est en train de le vivre. Donc on est en pleine évolution. Et le PASI qui au départ, voulait éviter des catastrophes, voilà pour les vols, suborbitaux, maintenant, a toujours ça dans le coin de la tête, donc une forme de standardisation, de guide, de label, pour les gens qui ont envie de se lancer En dans fait, l'aventure. l'équivalent du PADI, mais dans l'air, quoi, en gros. Alors voilà, c'est ça. L'objectif aujourd'hui, c'est une démocratisation du spatial et de ses connaissances et de son expertise, à la fois pour, les professionnels, donc du privé, du public ou même de la défense, et aussi pour les particuliers. Donc on a vraiment 2 antennes comme ça, où d'un côté, je fais de l'expertise conseil, en partageant mon expérience et mes compétences et de l'autre, mon objectif, c'est, de créer un programme, éducatif qui permette, au plus grand nombre qui permet, pardon, au plus grand nombre de faire l'expérience, et d'apprendre simplement le spatial, sans pour autant avoir, comme objectif ultime de partir dans l'espace. Parce que je suis pas du voilà, on n'a pas besoin de partir dans l'espace pour, d'une part apprendre le spatial et le meilleur exemple, la meilleure illustration, c'est nos astronautes, hein. On les entraîne pas dans l'espace, on les entraîne au sol ou alors en piscine ou alors en vol parabolique exceptionnellement et on n'a pas besoin de partir dans l'espace parce que aussi, faut peut-être limiter, pour les particuliers en tout cas, cette perspective-là et valoriser, l'éducation, un programme éducatif et puis aussi surtout parce que ça n'existe pas et que ça me semble très curieux et pas très normal de ne pas avoir de structure, éducative qui viennent en fait jalonner un parcours, débutant, confirmé, et cetera et voilà permettre au plus grand nombre d'apprendre tout simplement. Je trouve ça vraiment, Donc vraiment ça génial, c'est quoi. ouais, c'est cool parce que ça vient pas du tout altérer le métier d'astronaute qui, voilà et ça doit rester, comme c'est, des professionnels de l'espace, qui sont à la pointe et cetera. Par contre, selon moi, on peut pas empêcher, hem, la population d'avoir accès à certaines connaissances non plus. Donc ça, c'est mon objectif, voilà, à long terme. J'espère que ça va vite avancer. OK. Bah, je te le souhaite aussi. Écoute, Laura, pour conclure, en fait, je t'ai pas posé pendant tout l'interview, mais est-ce que tu as réfléchi à une anecdote sur ton métier qui, drôle, insolite, émouvante? Est-ce que tu as pensé à ça? C'est toujours hyper difficile, de répondre à cette question. Après, il y a des anecdotes, peut-être qu'il y aurait des trucs, tu vois, heu je repense à un bon, je sais pas si c'est vraiment une anecdote, c'est peut-être un peu naze, mais je me souviens, j'étais en vacances avec mon conjoint et ma famille au fin fond de la Drôme et donc j'avais mis un point d'honneur à éteindre mon téléphone ou à pas décrocher si c'était le travail
Et donc, c'était en soirée et j'avais déjà reçu peut-être 4 coups de fil du Johnson Space Center, donc le centre d'entraînement de Houston. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il y a une catastrophe et tout. Et donc, mes parents rouspétaient en me disant, non, non, tu décroches pas, c'est ton anniversaire. Et puis en douce, je suis partie décrocher dans les toilettes du restaurant. Et en fait, c'était un copain astronaute de la Station spatiale internationale qui s'appelle Chris Cassidy, Qui qui t'appelait m'appelait pour de me la souhaiter station? mon anniversaire. Oui, Mais alors en fait, non. mais si, parce que tu vois, c'est hyper commun Ah pour bon? Oh, bah, les gens du. c'est hallucinant. Et en fait, quand tu as des proches ou tout ça, ou des astronautes qui sont des amis, souvent ils te font la faveur de t'appeler D'accord. ou simplement ils veulent discuter, quoi. Donc ouais, c'est pas compliqué de téléphoner comme ça. Et donc je me souviens, dans les toilettes du restaurant à répondre en douce pour pas me faire, Comme une gronder gamine. par par mes parents. Et donc c'était mon collègue Chris qui Génial. m'appelait juste pour me souhaiter joyeux anniversaire. Donc heureusement que j'avais, Improbable. et en fait, le coup de fil avait été relayé par Johnson Space Center parce que c'est comme ça que ça se fait. Et l'indicatif, bah, voilà, bien sûr, ça va pas t'afficher, c'est la station spatiale qui t'appelle, donc Et vous donc recevez voilà. un PCV de l'ISS pour vous prenez? Je sais pas. Exactement, exactement. Donc ça, c'est, tu vois, une mini anecdote, mais pour les gens du milieu, c'est un peu naze comme Ah bah anecdote, ouais, non, mais donc pour nous, c'est pas du tout naze, hein. Je te le dis, moi, le jour où je reçois un appel de, de l'ISS, je vais te dire, je reste c'est scotchée pendant 2 impressionnant. semaines, hein. Non, ah bah Ouais, génial. Ok, ok. Écoute, est-ce que je ouais. peux te demander quelles sont un peu en résumé tes joies, tes fiertés d'exercer ce métier et à l'inverse, les difficultés ou les choses que tu changerais si tu avais une baguette magique? Donc fierté, bah, je crois que je sais pas si tu l'as entendu, mais au-delà de la fierté, c'est vraiment une implication. Je pense qu'on est tous, hyper impliqués au centre d'entraînement, à la division d'entraînement, on est tous à fond. Et en fait, quand tu sais vraiment ce qu'ils font les astronautes en termes d'expérience scientifique, pourquoi on fait cette exploration en orbite basse terrestre, et surtout quand tu comprends que c'est pour améliorer, la qualité de vie de l'humanité sur Terre, bah, ouais, tu es hyper fier de participer à, à cette tâche-là. Donc moi, je suis hyper fière au quotidien heu, quand je dézoome un petit peu dans mon métier, dans mon activité, c'est de participer à protéger la planète, à améliorer la qualité de vie et à faire progresser la science et les procédés industriels. Enfin voilà, c'est une satisfaction, heu, somme toute très abstraite, mais immense pour moi. Donc voilà. Après, bah, je suis contente quand je vois qu'un astronaute, a fait une super perfo, hem, je suis hyper contente aussi quand j'ai un astronaute à la fin de l'entraînement qui me dit, «C'était trop bien, je me suis amusé, j'ai appris des choses, je me sens en place pour reproduire la performance». Donc là, tu vois, déjà, c'est vraiment cool. Après, c'est vrai que quand tu les vois, performer à bord, et que tout se passe bien, ben, ap honnêtement, tu sais que c'est un tout, qu'il y a tous les gens, qui ont bossé en amont sur les produits opérationnels, sur tout ça. Donc bon, c'est un peu plus compliqué, mais moi, je suis très, très contente quand je vois que l'entraînement a été satisfaisant et que l'astronaute, malgré tout, toute la quantité d'instructions et d'entraînement qu'ils ont et qui puissent dire, «C'était cool, c'était Ouais, bien». ouais, ouais, ouais. Quand Donc tu les voilà. sens bien préparés pour partir en mission, quoi. Ouais. Ah bah, carrément, carrément, et de toute façon, ils sont bien préparés. De toute façon, ils sont bien préparés, on est obligé. C'est contractuel. La cerise sur le gâteau, c'est quand ils ont kiffé. C'est quand ça a été, les objectifs, on doit les atteindre. On n'a pas le droit de ne pas les atteindre, et par contre, voilà, quand ça s'est bien passé, quand on a fait plus vite que prévu, quand ils peuvent se dégager, mais c'est bête, hein, mais quand ils te disent: «Bon super, je vais pouvoir me caler une petite séance de footing, j'en ai plein», tu vois? Et bah, tu te dis: «J'ai participé au bien-être de ces héros du sacrifice». Donc voilà. Et les difficultés, d'être instructeur ou instructrice, bah,
Il y en a plein, ça demande beaucoup de boulot. Ça demande, ouais, voilà, une charge de travail immense. Ça demande une grande flexibilité aussi, parce que les emplois du temps changent tout le temps. Il y a toujours des surprises, comme je te disais au début. Donc, tu es obligé d'être bien préparé en termes de connaissances, essayer tant que faire se peut de rendre le contenu intéressant et puis trouver les moyens pour intéresser, motiver l'astronaute sans pour autant perdre de vue l'obligation qu'on a de remplir l'objectif et de sécuriser, toujours sécuriser l'astronaute dans la réalisation et l'implémentation de ces manips. Donc ouais, ça demande un rythme et une disponibilité. Donc ça, c'est un petit peu difficile, ouais. Mais c'est, comme je t'ai dit, il y a une grande satisfaction quasi immédiate après. Donc Ok. voilà. Et si quelqu'un nous écoute et veut faire ton métier, quels conseils tu lui donnerais? Et quelles études d'ailleurs? Parce que est-ce qu'il y a des études types ou plus globalement, au-delà des études, quels conseils tu pourrais lui donner pour atteindre cet objectif-là d'être instructeur? Alors, il n'y a pas d'études dédiées. C'est peut-être quelque chose qui va changer dans le futur, à vrai dire, parce qu'avec le PASI, je suis aussi impliquée beaucoup dans les programmes éducatifs, que ce soit des interventions ou alors vraiment dans des programmes plus structurés, plus complets. Donc ouais, c'est quelque chose qui manque encore une fois. Pour la plupart, dans l'équipe des instructeurs, on est des ingénieurs. Par contre, avec des spécialités parfois très différentes. Donc, il y en a qui sont spécialisés dans l'aéronautique, il y en a dans la physique, on a même des personnes avec un parcours militaire. Donc, en fait, autant de spécialités que de domaines scientifiques d'expérience pour les astronautes. C'est extrêmement vaste. Donc, c'est pas vraiment des conseils, mais simplement se donner à fond dans quelque chose qui nous plaît. C'est toujours l'orientation, c'est toujours la même chose en fait. Je pense qu'il faut, comme pour devenir astronaute, souvent on leur demande aux astronautes, mais qu'est-ce qu'il faut faire comme études, etc. Et puis en fait, il n'y a pas d'études type. Il faut simplement être bon, voire excellent dans ce qu'on fait. Et la façon la plus simple, c'est simplement de suivre ses goûts. Et si tu suis tes goûts, si tu suis vraiment tes inspirations à toi, les choses qui te motivent, sans pour autant te rentrer dans un moule ou te contraindre à un moule de métier, je pense que c'est la meilleure façon d'arriver à un truc de toute façon qui va te plaire. Donc moi, ça a été un parcours. Par l'envie et la passion. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais effectivement au démarrage. Hein, tu disais qu'à chaque fois que tu avais voulu suivre une voie avec une idée de métier, ça ne l'avait pas fait. En revanche, si tu avais suivi des opportunités en fonction de ton envie, ça avait beaucoup mieux fonctionné, quoi. Ouais, parce que l'illustration la plus parlante, c'est que moi, je savais même pas que ce métier, il existait avant. Et donc, voilà, c'est ça qui est important. C'est pas quels sont tes conseils pour faire ce métier, c'est non, quels sont tes conseils pour faire un métier que tu vas kiffer, que tu vas aimer. C'est ça la vraie question. Je te dis les questions que tu dois poser. Excuse-moi, tu veux qu'on fasse l'interview? Bah attends, sinon on fait l'inverse. On fait l'inverse. Tu me poses la question et moi je te parle de ton métier, d'accord? Je réponds aux questions. Je suis pas sûre que ça soit bien. Non, mais, pas vrai, c'est non, pas, mais en c'est, plus, c'est pas bien. T'es méchante parce que j'allais te faire un compliment, parce que j'allais te dire, mais tu fais la meilleure des conclusions parce que c'est pile l'objectif de mon podcast, Laura. Donc, t'as vu? On n'est pas du tout égalitaire. Je suis gentille et tu me tacles. Non. Non, mais en fait, parce que pour moi, c'est ça le plus important, c'est qu'aujourd'hui, ce métier, je l'adore. Je me nourris tous les jours de ce métier. Et par contre, je suis totalement cool et ouverte à me dire, mais peut-être que je vais avoir un déclic et il faudra que j'y aille. Parce que c'est ça qui est important. Il faut se laisser guider par ses intuitions, par les choses qu'on sent, par les choses qui nous font vibrer. Et par contre, le truc obligatoire, c'est le travail. Si quelqu'un te dit
je fous jamais rien et je fais le job de mes rêves. Ça peut arriver, mais je pense que c'est extrêmement rare. Donc voilà, beaucoup de travail et beaucoup de liberté. Donc je me sens Et beaucoup d'ouverture pour voilà. saisir les opportunités. Moi, c'est aussi ce que je Oui, retiens de aussi, tout ton ouais, parcours, ouais. honnêtement. Et puis aussi, tu te mets pas des barrières J'ai une des mes invitées qui disait, en fait, il faut avoir des rêves, il faut aussi avoir des peurs, mais que ces peurs, elles nous empêchent pas de déployer nos ailes, en fait. C'est-à-dire qu'il faut y aller Ouais. avec ambition, mais sans être paralysé par la peur de l'échec. En l'occurrence, tu vois, c'est un métier complètement différent du tien, parce qu'elle est chercheuse, elle est archéologue du Ouais. paysage sonore, tu vois. Mais Ah il y a ouais. des similitudes dans tout ce que tu dis. Bah écoute, merci beaucoup pour tout et tout le temps que tu m'as consacré, parce qu'on a vachement dépassé. Et je vais juste te demander, la dernière question, c'est sur me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Est-ce que tu as pensé à un truc sadique ? Alors, j'ai pas pensé à un truc alors j'ai pensé à 10 000 trucs sadiques, mais J'en étais non, c'est sûre. pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je pense que c'est la question la plus difficile que tu me poses dans cette interview, parce que je pense que tu as compris que je m'intéresse à plein de trucs et que je suis hyper fascinée par plein de mondes et plein de métiers. Mais je trouve qu'il y a un métier qui est hyper actuel et que je trouve fascinant, c'est celui d'anesthésiste réanimateur. Anesthésiste réanimateur, ok. Voilà. Et Super. c'est pas toujours. Alors, si t'en connais pas, j'en ai un très bien à te recommander et qui se fera une joie de participer à ton podcast. Mais bon, voilà, c'est un métier complexe. C'est un métier aussi dans le cosme médical qui attire certaines moqueries. Ah bon, pourquoi ? Mais parce que les anesthésistes. Non, je veux rien te dire. Ok. Tu Tiens. poseras la question. Ah bah, ça attise ma Voilà. curiosité, parce qu'effectivement, je trouve que c'est un beau métier. Ok, super. Voilà. Bon, mais canon, super. Ouais, c'était cool. Canon, vraiment, j'adore, et je suis désolée d'avoir dépassé, parce que je sais que tu as un emploi du temps de taré. Non, t'inquiète. Donc, merci beaucoup, Laura. J'espère sincèrement que cette interview vous aura fait autant voyager que moi. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!